considérant tous les êtres comme plus précieux qu'un joyau qui exauce tous les souhaits. Pour accomplir le but ultime, je ne cesserai de les chérir. Chaque fois que je me trouve en compagnie, je me verrai comme le plus humble de tous, et tenant les autres pour suprêmes, je les chérirai du plus profond de mon cœur. Dans tous mes actes, j'observerai mon esprit, et dès que surgissent les émotions destructrices, je leur ferai face et les écarterai avec fermeté, car elles sont néfastes pour moi-même et pour autrui. Quand je rencontre des personnes négatives ou accablées par le poids des méfaits et de la souffrance, je les tiendrai en grande estime, comme si je découvrais un trésor rare et inestimable. Quand par envie une personne me fait du tort, m'attaque ou me méprise, je prendrai sur moi toute défaite et leur offrirai toute victoire. Même quand une personne que j'ai aidée ou en laquelle j'ai placé de grands espoirs me traite de façon très injuste, je la verrai comme un véritable maître spirituel. En bref, directement ou indirectement, j'offrirai aide et bonheur à tous les êtres, mes mères, et en mon fort intérieur, je prendrai sur moi tous leurs maux et toutes leurs souffrances. J'apprendrai à préserver toutes ces pratiques, des souillures des 8 préoccupations mondaines, puissais-je reconnaître toutes choses comme illusoires, et brisant la chaîne de l'attachement, me libérer de la servitude. Les 8 versets de l'entraînement de l'esprit, par Geshe Langri Tangpa. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Aujourd'hui, on va parler des autres. Et en parlant des autres, on va parler de nous-mêmes car les autres sont un chemin vers nous-mêmes. C'est un sujet extrêmement vaste, notamment la question de comment se positionner face à l'autre. Est-ce que l'autre est un miroir de moi ? Est-ce que ça me rend responsable de lui ? Est-ce que s'il y a des mauvaises interactions, il m'incombe de les prendre sur moi ? Est-ce que je dois réagir en prenant position, en me retirant, en prenant du recul, en me coupant des autres, en m'ouvrant les autres, quitte à être blessé ? Et les milliards et milliards de questions qu'on pourrait poser, que peut-être même ChatGPT aurait de la peine à élucider. C'est un petit peu ces questions qu'on va regarder aujourd'hui. Il est fort probable qu'on ne couvre pas toutes les formes d'interaction qui existent, toutes les questions, toutes les problématiques, mais on va juste poser des grands axes pour des fois amener un regard nouveau, un regard plus posé, un regard plus sage sur des façons de se positionner dans la relation à l'autre. On rappelle qu'ici, dans ce podcast, on va adopter une vue dualiste en se disant qu'il y a moi d'un côté et les autres de l'autre côté, parce que pour la plupart des manières dont nous abordons les relations, c'est avec ce point de vue-là. C'est obligatoirement depuis un point de vue dualiste, où il n'y a pas de sentiment d'unité naturelle avec l'autre. Bien que ce soit, et on le rappelle ici, la nature ultime de toute chose d'être unifiée, d'être interconnectée, d'être interdépendante. Et donc c'est la même chose entre nous et les autres. Mais tant que cela n'apparaît pas clairement à notre esprit, tant qu'il y a un sentiment de séparation, de peur, d'attachement ou d'aversion, eh bien on va analyser les choses à travers ce prisme-là pour pouvoir petit à petit trouver des clés à la fois pour préserver notre propre paix, mais aussi celle des personnes autour. Parce que, comme j'aime à le dire, prenez soin de vous et de la vie autour. Dans notre rapport aux autres, et spécifiquement quand il y a conflit, opposition, incompréhension ou des émotions désagréables dans le lien avec des personnes, que ce soit au travail, en famille, en société, ou même de manière passagère dans un lieu public, l'autre va être en fait, dans certains cas, le révélateur d'une blessure qui était déjà présente, avant même que cette personne n'entre dans notre champ de conscience ou dans notre vie. Pourquoi je vous partage ça ? Parce que quand on rentre en conflit avec l'autre, la première posture qui va émerger, notamment à travers le prisme de l'ego, c'est que l'autre est responsable de ce que nous ressentons. En fait, c'est ce que nous ressentons qui est responsable de ce que nous ressentons. C'est-à-dire quelqu'un qui va interagir avec nous et tout d'un coup on va ressentir de la colère, c'est la colère qui est responsable du sentiment de colère et c'est cet état d'esprit qu'il faut viser à éliminer de notre intériorité.
l'autre va en être le révélateur, il va catalyser ce potentiel-là, et voire même il va apparaître lui-même avec une interaction agressive peut-être dans notre champ de conscience parce que le potentiel de colère existe dans notre propre continuum mental et dans notre propre conscience. Donc ce qui va véritablement nous libérer de cette interaction n'est pas d'aller chercher à recevoir des excuses, à se venger, à soi aussi aller rendre cette colère, mais ça va être plutôt à la fois de prendre le recul nécessaire, c'est-à-dire savoir s'extraire des situations qui viennent perpétuer la colère. On peut se mettre à distance de l'autre avec cette sagesse-là pour ne pas perpétuer la colère avec l'autre dans un sens ou dans l'autre, mais aussi savoir se dire, si je ressens de la colère, le vrai problème et la vraie maladie dont je suis tributaire là, c'est le sentiment de colère. Et c'est à moi de le prendre en charge. Disons que l'autre, lorsque l'interaction avec l'autre n'est pas aussi saine que ce que nous voudrions, ça va être simplement un révélateur pour un potentiel émotionnel, une blessure, un schéma émotionnel qui était déjà présent. Et cette interaction va être le révélateur pour aller peut-être la prendre en charge, la regarder, parce que c'est souvent par la souffrance ou un sentiment de ras-le-bol qu'on se tourne vers soi-même et qu'on se dit c'est la énième fois que je ressens ça dans un groupe, dans une entreprise, dans une relation amoureuse. Et finalement, le dénominateur commun à tout ça, c'est moi. Et donc, ça veut pas dire que je suis fautif ou fautive. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi, dans mon inconscient, dans mes constructions mentales, dans mon bagage émotionnel, qui fait que ce sentiment-là, ce cycle-là est vécu de manière récurrente. Et si je me concentre à prendre en charge ce problème de manière intérieure, de manière spirituelle, en allant regarder au fond de moi, c'est la manière dont je pourrais m'en libérer durablement. Donc ça, c'est le premier axe, de voir que l'autre va des fois être le révélateur de quelque chose qu'on peut résoudre. Et derrière ce problème, ce conflit, cette chose désagréable, il y a une opportunité finalement qui se présente à nous et qui nous appartient de saisir ou non. Il y a aussi cette notion qui peut être aidante de comprendre que dans le rapport à l'autre, on peut avoir des fois des relations où on voudrait que l'autre change, où on se dit, tant que cette personne n'aura pas changé ou évolué, je ne serai pas bien. On rend en fait notre bonheur, on se rend à travers l'idée du bonheur tributaire de l'autre, de ce qu'il est, de son rythme, de son niveau de conscience, de son évolution, du travail qu'il fait sur lui. Et en réalité, une autre liberté qu'on peut s'octroyer dans le rapport au monde est d'essayer d'arrêter de vouloir changer l'autre. C'est à nous, en fait, de prendre la responsabilité de notre vie en se disant, en l'état actuel, tel que les choses sont, telle que la situation est, et telle que cette personne est, avec l'hypothèse que peut-être elle n'évoluera pas et que ça lui appartient totalement, et que je ne suis pas juge pour décider ce qui serait bon pour elle, comment moi je décide de me positionner. C'est là souvent que les choses peuvent bouger. Par exemple, il y a des personnes qui vont choisir qui vont voir clairement qu'elles auront du mal à s'adapter et elles vont prendre de la distance. Et elles vont prendre de la distance et prendre de la distance, ça veut pas dire fuir. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on se dit, quand je serai loin de cette personne, quand je serai enfin libérée de cette personne ou quand elle aura enfin changé et évolué, je serai bien. Non. En fait, le sentiment d'incomplétude, de colère, de frustration, de tout ce qui peut émerger quand l'autre n'est pas comme on voudrait, c'est aussi à l'intérieur de nous qu'on a ce bagage. Donc on aura beau aller à l'autre bout de la planète, s'éloigner de la personne contre qui on a des griefs ou cette personne qui n'a pas été comme elle avait promis qu'elle serait, et ben ce sentiment intérieur de frustration, de tristesse, de pas avoir été traité à sa juste valeur ou tout ce qu'on peut créer intérieurement dans nos croyances, tout ça, on va l'emmener avec nous comme un excédent bagage en fait. Et donc ça ne résout pas tout. Il faut avoir cette sagesse de se dire, si je décide de prendre de la distance vis-à-vis d'une personne, je peux apprendre à le faire sans passer par le sentiment d'aversion, mais par un sentiment d'amour et de sagesse de se dire, si je m'éloigne de cette personne, est-ce que ça préserve ma paix et la sienne durablement et est-ce que ça nous évite de la souffrance? On peut aborder les choses de cette manière-là, mais en ayant aussi la sagesse de comprendre que ça ne résout pas tout. C'est-à-dire ce qui a été ressenti à travers cette relation, ce qu'elle a mis en exergue à l'intérieur de soi, il va falloir le prendre en charge quoi qu'il arrive, qu'on soit à l'autre bout du monde ou au contraire qu'on ait réussi à rester avec quelqu'un en se disant qu'en fait
cette personne n'est pas responsable du sentiment d'incomplétude qu'on peut avoir et qu'en fait l'amour qui est présent est suffisant pour s'accepter mutuellement et accepter que l'autre puisse être mouvant et puisse ne pas être tel qu'on l'attend parce que l'autre n'est pas responsable de nous faire ressentir l'amour, la complétude, la sécurité qu'on n'a pas eu précédemment à travers d'autres liens. Et à partir du moment où on arrive comme ça à être dans cette posture de je suis ma propre source de tout cela, je suis ma propre source d'amour, de sécurité, de validation, alors la relation à l'autre peut vraiment là évoluer et prendre un autre tournant. Alors soit on va être exposé à des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes autour de soi, soit simplement les relations autour ne vont pas changer, mais la manière dont nous on va les aborder intérieurement va devenir beaucoup plus mature, beaucoup plus saine et du coup beaucoup moins propice, elle va beaucoup moins être un terrain fertile à des souffrances et à des schémas de souffrance émotionnelle. Donc ça, c'est les premières clés que je voulais vous donner. Il y a aussi dans la relation à l'autre, pour continuer, la possibilité qu'elle mette en exergue des croyances qu'on a sur nous-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, la relation elle-même va pas forcément être malsaine, il n'y a pas forcément d'idée de conflit, mais de manière récurrente, dans le lien avec une personne ou un groupe de personnes, on va sans cesse voir émerger tout d'un coup le même blocage, la même problématique. Ça peut venir de deux choses. Il peut y avoir déjà une croyance sur soi-même. Des fois, on peut avoir des croyances qui sont programmées consciemment ou inconsciemment en nous. Ça peut être par exemple, je dois faire beaucoup d'efforts pour être aimé, ou je dois sacrifier mon bien-être pour trouver ma place, ou je dois cacher telle partie de moi pour être accepté. Il peut y avoir des milliards de croyances qu'on a pu s'inventer sur l'image qu'on a de soi-même. Et ça va venir modeler la manière dont le monde va interagir avec nous. Et ce qui est drôle, et assez ironique, c'est qu'on va se dire, bah voilà, j'avais raison. J'avais raison, par exemple, je dois toujours faire plus de sacrifices que les autres pour que la relation fonctionne bien. C'est qu'un exemple, mais ça peut être une des croyances qui est là du fait du vécu ou qui a été héritée. Bah, cette croyance, elle va suffire à sans cesse créer cette situation. Donc en fait, on va se dire, bah voilà, j'avais raison, c'est la vérité, mais on comprend pas en fait que cette vérité, elle se manifeste parce que on croit avoir raison avec cette croyance-là. Donc c'est la croyance qui a besoin là d'être débusquée et vraiment profondément déracinée et reprogrammée et faire un travail conscient vis-à-vis de ça. Donc les relations peuvent mettre en exergue une croyance sur soi qui va être un peu négative ou limitée, mais elle peut aussi mettre en exergue une croyance en lien avec l'interaction au monde, c'est-à-dire issue du vécu. À travers nos vécus, nos conflits, les choses difficiles qu'on a pu recevoir, on a pu mettre en place des mécanismes de protection et des zones de sécurité, des zones de confort, sans le vouloir, vraiment pour survivre à certains traumatismes, on peut les appeler comme ça. Et des fois, même si le temps est passé, même si ces relations n'existent plus, si ces types d'interactions ne font plus partie de notre vie, ces mécanismes de protection, eux, sont toujours présents. Et quand ils sont présents, en fait, sans le vouloir, on va mettre en place dans notre interaction avec les autres des mécanismes de sabotage, de se mettre... ça va être plus fort que soi, mais on va se mettre à l'écart. On va même poser des fois des actions ou créer des conflits pour pouvoir se prouver à nouveau qu'on est mis à l'écart. Voilà, il y a toutes ces choses-là, vraiment de l'inconscient qui nous contrôlent, d'une certaine manière, à 95%, où on va mettre en place dans notre lien aux autres des choses qui sont néfastes, des choses qui nous éloignent, des choses qui nous divisent, mais parce qu'elles émanent de mécanismes de protection, d'habitudes qui ont été créées à des moments où on en avait besoin pour survivre, et aussi notre vécu a pu nous programmer, c'est-à-dire si on a déjà été exclu, jugé négativement et que ça a été difficile, eh ben on va appliquer la même couleur, la même étiquette sur toutes les autres relations, sur tous les autres humains, et tout d'un coup on va se retrouver à vivre sans cesse le même schéma. Et avoir conscience de ça, c'est aidant. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans la colère, la frustration, essayer de demander des comptes, essayer de demander pourquoi, se dire que c'est injuste, on va comprendre que ça émane de notre propre esprit et qu'en travaillant à la fois sur les blessures émotionnelles, les vides, les incomplétudes, les choses qu'on demande aux autres, qu'on devrait se donner à soi-même, etc. Et ben petit à petit, on vient créer en soi un espace pour être soi-même un être complet, un être à 100% autonome, un être qui propose 100% de ce qu'il est à l'autre.
et qui va en face potentiellement rencontrer aussi 100%. Et donc la relation à l'autre, elle devient 200%. Elle devient plus en fait un mécanisme de vase communicant où je donne un peu de ce que je suis, mais en même temps j'attends de recevoir de l'autre ce qu'il est aussi pour pouvoir me sentir complet ou complète. Et après on devient dépendant, et après ça crée du conflit si l'autre cesse de me donner ce dont j'ai besoin pour me sentir heureux. Et tout d'un coup, en fait, on a une responsabilité mutuelle sur les épaules qui n'est pas saine. C'est-à-dire qu'on a remis dans les mains de l'autre la chose la plus ultime, c'est-à-dire la responsabilité de nous faire nous sentir aimés ou dignes d'amour. Et c'est pas ça la relation. La relation, c'est je suis l'amour qui entre en lien avec l'amour, et ensemble on partage un flux de donner et recevoir qui illustre notre nature d'amour déjà complète, déjà autonome, déjà libre du manque, déjà libre de la peur. Ça, c'est la vraie relation. La relation qui laisse libre, qui laisse ouvert et qui ne fait pas peser sur l'autre une responsabilité qu'on doit prendre soi-même. Donc c'est des petits partages, voilà, pour mettre en exergue peut-être des lignes directrices pour vous aider à vous positionner peut-être par rapport à des situations présentes ou passées qui peuvent être difficiles. Parce que le but, c'est pas d'être dur avec soi, c'est de faire preuve de discernement. Quand il y a du discernement, c'est-à-dire quand on met de la conscience sur les choses, 50% du problème est déjà réglé. Après, il y a bien sûr un travail à faire dessus, mais c'est pas le travail au sens difficile, c'est le travail d'aller accepter de changer. C'est vraiment ça finalement, quand on dit travailler sur soi, c'est pas seulement comprendre, pas seulement conscientiser, mais accepter de changer. C'est vraiment ça qui va amener un véritable shift, une autre dynamique possible. Et par chance, on a tous eu des relations où on a pu peut-être voir, consciemment ou non, que les autres nous guident vers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils nous guident vers notre plein potentiel d'amour. Il y a des personnes, par exemple, qui ne vont pas nous donner ce qu'on devrait se donner soi-même, comme un message implicite qu'ils ne donnent pas consciemment, mais qui est véritablement là, qui est « apprends à t'aimer toi-même ». Parfois, c'est ça qui peut se créer dans les relations, des périodes de vide, des périodes où on a écumé toutes sortes de relations et on voit qu'il y a toujours ce sentiment d'incomplétude, qu'on ressent jamais ce qu'on cherche à ressentir. C'est un message, un pointeur qui revient et qui revient jusqu'à ce qu'on veuille bien l'écouter. Apprends à t'aimer toi-même. Ça, c'est la première chose. Et les autres aussi peuvent nous amener à notre plein potentiel en nous donnant beaucoup d'amour. C'est-à-dire que on va pas faire peser sur le regard qu'elle pose sur nous l'idée de la validation, c'est-à-dire l'autre dans ce qu'il pense de nous va pas être le juge ultime, mais il y a des personnes qui vont tellement nous aimer, nous soutenir, nous accepter comme on est, qu'on va voir qu'il existe ce potentiel aussi en nous-mêmes, que finalement on peut nous aussi exercer cette forme de douceur, d'ouverture, d'indulgence, de tendresse avec nous-mêmes, parce que quelqu'un a fait preuve de ça avec nous. Il va être comme un maître spirituel, il va nous montrer le chemin. Et c'est aussi comme ça que les autres nous montrent notre plein potentiel. Parce que notre esprit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, a tendance à se tourner vers le négatif. Donc quand on parle des relations, on va penser tout de suite aux conflits, aux personnes qui ne nous ont pas aimés, aux personnes qui nous ont critiqués, jugés ou autres, qui sont durs avec nous. Mais si on regarde nos relations, la plupart du temps, elles nous nourrissent, elles nous élèvent, elles nous inspirent, elles nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes, elles nous apprennent l'abnégation, la compassion, la générosité, le partage. Vraiment cette idée que on a besoin des autres en fait pour faire l'expérience de ce qui est important dans cette vie. Parce que l'objectif de cette existence, c'est de croître dans notre capacité d'amour et de compassion. Dans notre vie, on aspire à l'harmonie, on aspire au partage, on aspire à aimer, à grandir en compassion, à se sentir libre, etc. Et pour ça, pour pouvoir en faire l'expérience, on a besoin des autres. C'est pour ça qu'on est des êtres relationnels, des êtres de connexion. Ça veut pas dire qu'on a besoin des autres tout le temps et d'être entouré tout le temps. Il est très important d'avoir une connexion très claire et une très bonne connaissance de qui on est indépendamment des autres. Mais ensuite, pour pouvoir faire le point, voir où on en est intérieurement, voir où en sont nos qualités intérieures, voir où sont nos lacunes dans la colère, la jalousie, l'attachement à nos opinions, l'attachement à l'opinion des autres, etc. On a besoin des autres comme support d'interaction pour évoluer. Il ne s'agit pas de se servir d'eux, c'est juste que l'interaction à l'autre nous indique qui on est, nous indique où on en est, nous indique comment on continue à se positionner, ou nous montre clairement à quel point on a évolué. Il y a une pensée qui est hyper drôle, qui dit que
Quand on a, par exemple, médité 6 mois dans sa grotte, qu'on a vu personne et qu'on se sent pleinement en paix et qu'on se sent sauvé de toute forme d'ignorance et de toute forme d'aversion, il suffit d'aller passer un repas en famille pour voir clairement où on en est. C'est un peu ça l'idée. C'est que la relation à l'autre, elle nous ramène à nous-mêmes, elle est un chemin vers soi parce qu'elle nous montre où on en est dans notre ouverture du cœur, dans notre acceptation de qui on est, dans notre capacité à ressentir un amour inconditionnel pour soi ou pour l'autre, une capacité large d'acceptation de soi et de l'autre. Ça nous montre sans cesse, ça nous ramène sans cesse, c'est un ping-pong, un miroir, un échange, une relation qui montre le chemin vers la plus haute forme d'amour en soi. Et donc l'autre est précieux en ce sens-là. Mais bien sûr, et ça, on le dit souvent de manière pessimiste, mais là c'est pour amener à quelque chose de constructif, l'amour ne suffit pas. Parce que l'amour seul peut nous amener à une forme de cécité. C'est-à-dire, je prends un exemple extrême, mais si quelqu'un tombe dans une piscine de serpents venimeux et qu'on l'aime aveuglément, on va sauter aussi pour essayer de le sauver. Mais si on rajoute à l'amour la sagesse, là, on peut avoir des actions, des interactions avec l'autre qui vont préserver la vie, qui vont préserver la paix, qui vont être plus mesurées, plus intelligentes. La sagesse, je tiens à donner la distinction, n'est pas la morale. Quand on va agir par la morale, on va des fois être dur, on va être rigide, on va interdire certaines manières d'être ou de penser. Quand on est dans la sagesse, on peut juste se poser avec la situation présente, laisser un regard ouvert se poser et faire ce qu'il faut, être ce qu'il faut pour préserver la paix avec l'autre. Et c'est très différent, parce que la morale va établir des règles toutes faites qui finalement ne peuvent pas s'appliquer à chaque fois. Alors que la sagesse, elle s'intègre dans l'instant. Là, telle que la relation avec l'autre se déploie, quelle est l'action que j'ai intérêt à poser? Quelle est la réaction que j'ai intérêt à poser pour préserver ma paix et celle de l'autre? Et ça demande une vraie présence d'esprit, parce que quand on est confronté, par exemple, à de l'agressivité, de la colère, du mépris de la part de l'autre, notre réaction, elle va être à la hauteur de finalement l'accroche qu'a notre ego à l'intérieur de nous. Et ça, c'est à nous d'être dans le discernement. C'est-à-dire là, bien sûr, mon réflexe, mon envie, ça serait de réagir comme ça, mais sur le long terme, au niveau de mon karma, au niveau de ce que ça va créer pour le futur comme négativité dans mon esprit, par rapport aux problèmes que ça peut générer pour moi et les autres, est-ce que cette réaction est adaptée? Et c'est ça la sagesse, des fois, c'est de ne pas réagir, de se retirer, d'accepter toutes les fautes et de passer son chemin. Des fois, c'est vraiment une forme pas de passivité, mais de mesure qui va permettre de faire en sorte que les problèmes relationnels ne s'empilent pas ou qu'on n'accumule pas finalement de l'énergie négative inutilement alors que ça se situe pas là. Parce que quand on dit des fois on dit l'autre c'est moi. C'est intéressant ça. Bien sûr, l'autre c'est moi, on est en unité, etc. Mais il faut pas intégrer forcément le côté culpabilisant que si l'autre agit mal, ça me concerne et ça dit quelque chose de moi. Non, si l'autre agit mal avec nous, ce qui va nous concerner, c'est pas son attitude, c'est la manière dont on va y réagir. C'est la manière dont on va réagir dans l'interaction à l'autre, qu'elle soit bénéfique ou pas, qui va dire où on en est, qui va donner des indices sur ce qu'on est à cet instant-là. Donc c'est important de ne pas s'approprier, de ne pas se responsabiliser pour des actes qu'on ne commet pas, pour des paroles qu'on ne dit pas, pour des intentions qu'on n'a pas émises soi-même. Les seuls actes, paroles et pensées qui nous suivent, qui constituent notre karma, qui constituent l'énergie dont on s'entoure, c'est les choses qu'on a émanées nous-mêmes volontairement. Ce qu'on a reçu, ce que l'autre nous a fait, nous a dit, nous a infligé, ça ne nous concerne pas directement. Ça concerne ses propres choix, ses propres élans, les propres choses qui le possèdent intérieurement, les états d'esprit qui prennent le dessus sur ce que cette personne est. Ça, d'accord, on peut, si on en est capable, lui souhaiter la paix, lui souhaiter de s'en libérer, ou sinon, si on n'en est pas là, simplement essayer de rentrer dans une neutralité et ne pas juger ça, mais revenir à soi et revenir à la responsabilité de ce qui me concerne, ce qui dit vraiment quelque chose de moi, c'est comment je vais réagir.
Et ça, c'est très important pour ne pas rentrer dans un rapport culpabilisant à l'autre, comme si le monde entier et les actions du monde entier nous concernaient comme si on en était coupable, mais revenir juste à ces 3 espaces, avec mon corps, ma parole et mon esprit, les intentions pour l'esprit, les paroles pour la parole et les actes pour le corps, dans ces 3 espaces, seules les choses que moi je vais générer, seules les choses que moi je vais déployer dans le monde vont me concerner sur le long terme, dans ce que je recevrai en retour de par les autres, ou par le monde ou par les événements dans cette vie et dans mes vies suivantes. Et revenir vraiment à cette simplicité pour ne pas finalement mélanger toutes les thématiques. Et finalement, pour revenir à ce juste espace-là, ce qui va aider aussi, c'est de volontairement s'extraire des 3 grands rôles qu'on peut prendre dans notre relation aux autres. Le rôle de victime, le rôle de sauveur et le rôle de bourreau. Parce que si on regarde, quand on ressent un inconfort dans le lien à l'autre, on est systématiquement dans un des 3. Donc ça peut être tout simple, il suffit de dire simplement se poser et poser déjà l'intention. Après, la vie va suivre son cours, vous serez amené à le travailler de la manière qui est juste pour vous, mais juste se poser dans une connexion intime avec soi, les yeux fermés, respirer quelques instants et dire simplement ici et maintenant, je me libère définitivement du rôle de victime, du rôle de bourreau et du rôle de sauveur que j'ai engendré dans toutes mes vies, consciemment ou inconsciemment. Je m'en libère dans toutes les directions du temps et de l'espace, et dans tous les espaces de mon être, dans les espaces de mon corps, de ma parole et de mon esprit, et au-delà. Et laisser tranquillement s'intégrer dans l'énergie et dans le corps. Et c'est ces petites prises de décision, sortir des rôles, sortir des conflits, s'extraire d'un conflit. Des fois, on le fait en constellation familiale pour ceux qui ont travaillé. On a les bonhommes qui sont face à face. Et puis, le bonhomme qui vous représente, on lui fait faire un pas de côté et dire je m'extrais totalement du lien conflictuel qui a été établi entre nous. Je ne souhaite plus y contribuer. Ça, c'est des choses qui énergétiquement nous sortent des espaces de colère, des espaces où on croirait que quelqu'un doit gagner à la fin, avoir raison à la fin, s'excuser à la fin. Parce que du coup, on se maintient dans des espaces énergétiques, des prisons émotionnelles qui ne sont plus connectés au présent. Et ça vient nous prendre tellement d'énergie que non seulement on a l'impression de ne pas pouvoir s'en dépeutrer, on vit des schémas répétitifs et on a du mal à finalement aborder nos relations dans le présent avec une nouvelle énergie, avec un nouveau regard, libérer des peurs, sans barrière, parce qu'il y a quelque chose en nous qui est coincé dans un espace qui n'est pas dans le présent. Donc, il y a tout ça à établir, à approfondir, méditer là-dessus, écrire là-dessus. C'est des grandes lignes que je donne parce que pour des milliers de soins que j'ai pu faire, on ne pourrait pas donner le même conseil à 2 personnes. C'est très personnel, c'est très subtil, il y a un vécu karmique autour, il y a tellement de choses. Mais c'est pour donner des grandes lignes et vous permettre de vous les approprier, de les appliquer à vos propres relations et de regarder par un prisme purement personnel, très mature, très intime et très responsable. Quand je dis responsable, c'est l'habilité à répondre. C'est ça la nature, la racine étymologique de responsable. J'ai l'habilité à répondre à cette situation parce que les réponses, les clés et les émotions qui font émerger cette situation viennent de moi, viennent de mes états d'esprit, viennent de mes croyances, viennent de quelque chose dans mon inconscient qui, à travers cette situation, peut se révéler. Et ça, c'est important, ce mot responsable. C'est une forme de maturité. Voilà, je suis responsable de la manière dont je vis cette situation. Je suis responsable de l'étiquette que je mets sur les gens. Je suis responsable du fait que je puisse réduire une personne à un défaut, à un moment partagé, alors qu'elle est elle-même plein d'autres choses dans cette existence et qu'elle a elle aussi des gens qui l'adorent et qui voient des qualités en elle. Vraiment se responsabiliser vis-à-vis du regard qu'on choisit de poser, qui vient après créer un scénario, qui vient après créer des émotions, qui elle-même crée des habitudes et qui crée ensuite une personnalité et qui crée ensuite une expérience de la vie et de l'autre qui finit par être ternie et qui finit par toujours nous amener au même ressenti. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut défaire en ayant cette conscience petit à petit. Et puis, ce que j'aime bien aussi souligner, c'est que notre vie entière est soutenue par la bonté des êtres.
Il y a des êtres qui ont pu manquer d'amour, de discernement dans l'interaction avec nous, même de manière passagère. Et ça, c'est pas des choses qu'on veut retenir. Il s'agit pas d'oublier, mais la partie de nous qui veut retenir, c'est l'ego. Elle veut réparation, elle veut procès, elle veut rentrer dans la cour de justice. Mais la part de nous qui a envie d'être libre, de s'épanouir, etc., c'est pas celle-ci. C'est pas celle qui se sent toujours incomplète ou dans un bras de fer avec l'autre. Notre âme, elle aspire à de l'ouverture, à de la compréhension, à de la sagesse, à du calme, à de l'élévation, à de la compassion, à laisser ses meilleures qualités s'exprimer. Et plus on va se dédier plutôt à cette partie-là, mieux ce sera. Et pourquoi je parle de la bonté des êtres? Parce qu'on peut se dire et sentir le corps que j'ai, je l'ai reçu de la part d'autres êtres. Les cellules d'un être ont permis que j'ai ce corps et qu'il puisse aujourd'hui fonctionner. Toutes les choses que je les sais parce que quelqu'un d'autre les a écrites ou apprises avant moi et me les a transmises. Le fait de marcher, le fait de parler, le fait de comprendre les mots que je dis, ça émane de la bonté d'autres êtres qui m'ont aidé à en arriver là. Toutes les choses que je mange, toutes les choses que j'utilise, les objets que je vois devant moi, ça a été construit, produit, transporté par d'autres êtres avant moi qui ont permis que j'y ai accès. Et petit à petit, on peut décortiquer comme ça, de plus en plus petit, tous les aspects de notre vie, tout ce qui nous est prêté dans cette existence, tout ce qui traverse notre vie et voir que c'est une chaîne continue de dons, d'amour, de dons de soi, de travail, d'investissement, d'être les uns après les autres qui font que ce monde peut continuer à vivre. Et même en étant là, seul dans une pièce, on peut constater, contempler plein de choses autour de soi et voir que ça vient du travail, de l'investissement, de la bonté d'un être que peut-être on ne connaîtra jamais, mais que notre vie elle-même est soutenue par une abondance d'amour. Que toutes les choses qu'on voit autour de nous, qu'on vit, qu'on sait, qu'on reçoit, qu'on recevra, qu'on vivra, qu'on aura, qu'on partagera, ce sera à travers l'ouverture, la bonté, l'action d'un être qui l'a fait, pas spécialement directement pour nous, mais qui a quand même produit une possibilité, et cette possibilité, on la reçoit dans notre vie. Et nous, on est les porteurs, on est la continuité, donc c'est aussi à nous de continuer à donner à notre manière, de continuer à contribuer à ce mouvement naturel de bonté, d'échange, d'interdépendance, pour petit à petit savoir se réouvrir à l'autre. Il ne s'agit pas de se brusquer, il y a des personnes qui des fois m'expriment qu'elles ont peur, qu'elles ont trop peur. L'idée, c'est pas de se dire « j'y arriverai jamais », j'ai pas envie de m'ouvrir aux autres, de toute façon c'est trop tard. Ça, ok, c'est le gimmick, le générique mental qui tourne parce qu'il y a un mécanisme de survie et de protection, mais il y a quelque chose de plus puissant que ça, qui est au-dessus de ça, qui contemple ça de manière tout à fait sereine, c'est votre conscience supérieure. Et elle a la capacité de vous libérer de cette prison parce que personne n'est fait pour être définitivement coupé, à distance, en colère, en mettant tous les êtres humains dans le même sac ou en se disant sans cesse que de toute façon, il n'y a pas de place pour l'harmonie dans le lien à l'autre. Ça, c'est se priver d'une très belle partie de l'existence. Et donc, il y a des manières de nuancer ça, de défaire ça progressivement, d'amener un autre regard sur les choses, de se retirer un peu de l'autre des fois, d'essayer de sans cesse aller à lui pour ne plus souffrir, mais de revenir à soi pour ne plus souffrir. D'aller ressentir, trouver, toucher, regarder en quoi ça me concerne finalement ce que je ressens là, comment je peux trouver ma complétude, le soulagement en étant ma propre ressource. Comment je peux faire ça? Et c'est ce qu'on fait notamment quand on passe la porte d'un thérapeute. Souvent, c'est qu'on se dit la solution, elle n'est pas extérieure. Et c'est déjà, comme disent souvent les thérapeutes, 50% du travail qui est fait au moment où on pose l'acte de le faire. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel je pourrais vous parler pendant des heures, mais je pense que on pose déjà ça là aujourd'hui, on laisse décanter, et puis moi j'aurai la joie de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'hésitez pas en commentaire à me donner aussi vos clés, vos pistes de réflexion sur la relation à l'autre. C'est toujours très enrichissant pour les gens qui passent ici de lire, de partager, de rebondir, de poser vos questions. Et puis, n'hésitez pas, même si j'ai déjà plein d'idées prévues, à me partager les sujets sur lesquels vous auriez besoin d'échanger, les podcasts que vous aimeriez voir émerger sur la chaîne, et notamment aussi les méditations ou les soins. J'ai partagé récemment un soin de pleine lune. S'il y a des types de soins ou des méditations dont vous auriez besoin dans votre quotidien, n'hésitez pas à être source de propositions. J'aurai plaisir à partager tout ça avec vous. À très bientôt.
Prenez soin de vous et de la vie autour.